Dans l'aspect des traumatismes crâniens, docteur Guy-Patrice Boum, et comment ces accidents agissent sur la structure du cerveau? Qu'est-ce qu'un traumatisme crânien? Oui, très intéressant. C'est un très très vaste sujet, mais on va essayer de donner, oui, rapidement une orientation, parce que comment dire ça, d'habitude, vous allez entendre quelqu'un vous dire mon oncle avait eu un accident et on l'a amené dans tel hôpital, il s'en est sorti. Mais l'autre a eu un accident, on l'a amené dans l'autre hôpital et il est mort. Voilà. Donc, il faut d'abord faire une classification. Il faudrait que nous sachions que le traumatisme crânien, dans la plus vieille des classifications, avait 3 grades. Donc, tennis et l'œuvre, on dit grade 1. Une blessure cérébrale ou bien crânio-cérébrale qui va guérir de manière spontanée assez rapidement sans aucune prise en charge. Puis le deuxième grade, c'est celui qui va avoir un traumatisme crânien mais dont la guérison va demander à peu près une semaine à 3 semaines. Et puis on a le dernier niveau où le patient a besoin de plus de 3 semaines pour pouvoir guérir de sa maladie. Bien. Mais après cela, cette classification, Janet et Ted Stale sont arrivés, ils ont dit, écoutez, vraiment par rapport à la guérison du malade, le temps de guérison, de remise en forme, vraiment cette classification ne suffit pas. Nous allons regarder des éléments plus importants, c'est son niveau de conscience. Et selon le niveau de conscience, on a développé ce qu'on appelle un Glasgow Coma Scale, donc savoir ce que le malade est capable de faire au moment où on le prend en charge. Et par rapport à ça, le médecin est déjà capable de dire que ce traumatisé est à tel niveau de gravité. Okay. Donc, le coma est donc l'élément indicateur de la gravité de l'accidenté lorsqu'il s'agit d'un traumatisme crânien. Lorsqu'on a donc établi cela, nous devons maintenant nous donner une image de ce que nous révèle ou bien nous indique la consultation physiologique. On fait un scanner. Le scanner nous donnera une image avec soit un peu de sang de contusion au niveau du cerveau, ou alors un hématome dans le cerveau, ou alors une fracture avec embarrure, c'est-à-dire une fracture du crâne, et puis des morceaux de crâne qui rentrent dans le cerveau, tout dépendant de ce qui a percuté notre accidenté, et puis parfois en association, comme le disait tout à l'heure le docteur, avec un traumatisme du rachis cervical, n'est-ce pas? Donc, par rapport à le niveau du coma et les images que nous avons au niveau de notre scanner, le neurochirurgien va prendre une décision, soit de conserver le malade dans cet état et d'essayer de le sauver sans intervention chirurgicale, ou alors de donner une indication, de poser une indication pour une intervention chirurgicale, on amène le malade au bloc et on essaie de le sauver. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes ressentis après un traumatisme crânien? Des lésions qui peuvent rester à vie, bien sûr, n'est-ce pas? Tout dépendant du centre qui a été lésé au niveau du cerveau. Notre cerveau est plein de beaucoup de centres et pour orienter rapidement, je vais vous dire, vous allez avoir un membre de famille qui a fait un jour un tout petit accident, mais il avait cogné le front contre le sol. Et depuis lors, il a perdu le nord. Ce n'est plus quelqu'un d'orienté. Donc il a perdu sa personnalité. Mais ce n'était pas grave, on ne l'avait même pas opéré. Sauf que, depuis lors, il n'est plus orienté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était le centre du front. La personnalité a été troublée à travers cet accident. Vous avez quelqu'un d'autre qui va faire un accident au niveau central ou bien précentral, là où se trouvent les centres qui sont responsables du mouvement. Peut-être même qu'on ne l'aura pas opéré, mais ces centres ont été lésés, traumatisés, peut-être avec un peu de sang seulement, mais qui n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale. Il risque de garder des séquelles au niveau de sa mobilité, n'est-ce pas, ou bien de sa motricité. Il ne pourra pas peut-être lever convenablement le bras ou bien soulever convenablement la jambe. Vous avez des malades qui vont faire un traumatisme, qui ne seront pas opérés, mais qui à l'époque étaient de bons musiciens, ils pouvaient même chanter, mais ils n'arrivent plus à chanter convenablement comme ils le faisaient avant. Ils n'arrivent plus à jouer au clavier convenablement comme ils le faisaient avant, parce que le trauma y a laissé des séquelles. Et en dernier ressort, je vais vous dire, on va faire un accident sur la voie publique et après on ne parle plus. N'est-ce pas? Voilà. Donc, et ça, je parle des situations pour lesquelles une intervention chirurgicale
n'a pas été jugé. C'était jugé au départ. Voilà. Maintenant, vous avez des traumas où le médecin, le chirurgien est obligé d'intervenir. Et parfois, dans de très brefs délais. Nous avons des hématomes épiduraux. Donc, le sang ne se retrouve pas dans le cerveau, mais il se retrouve à l'extérieur du cerveau, juste en dessous de la voûte crânienne et la dure mère. Donc, cet espace est un espace réduit et restreint, à telle enseigne que le sang qui s'accumule dans cet espace va faire énormément de pression dans le cerveau. Il faut opérer le plus rapidement possible. De toute ma vie de neurochirurgien, j'ai eu un cas que j'ai publié en Allemagne et qui a épaté tout le monde pour avoir reçu, et cette fois-ci encore, c'était un jeune élève, devenu aujourd'hui, il est déjà un ingénieur, qui a été heurté par une moto sur la route de N'Djamena et qui est arrivé chez moi 6 ans plus tard, mes docteurs, avec un hématome extradural, chronique, ce que je n'ai jamais vu, même dans les livres, ce n'est pas publié. Ce qui s'est passé, c'est complètement un miracle, parce que ce jeune homme a pu supporter pendant 6 ans un mal de tête, n'est-ce pas? Et ses parents n'ayant pas beaucoup de moyens, et malheureusement dans la ville à l'époque, il n'y avait pas de moyen de poser le diagnostic, jusqu'au jour où l'enfant ne pouvait plus étudier, il était devenu médiocre à l'école. Son père s'est dit, cette fois-ci, un enfant brillant, je l'amène à Douala, et c'est comme ça qu'il arrive au niveau de ma clinique, et je vois ce que je n'ai jamais lu dans un livre. Hein? Donc, c'est des cas assez rares. Mais là, vous avez d'autres cas où le sang va jaillir, pas entre la voûte crânienne et la dure mère, mais plutôt en dessous de la dure mère et le cerveau. N'est-ce pas? Et là, c'est un hématome sous-dural. Lorsqu'il s'agit d'un hématome après un accident grave, vous êtes aussi dans une situation aiguë. Oui. Où, très souvent, cela peut finir par une craniectomie. On enlève justement le volet crânien parce que dans le cadre de cet accident, le cerveau a pris un coup, il va commencer à gonfler. Oui. Et le cerveau est enveloppé par cette boîte crânienne et n'a pas un endroit où aller. Donc le malade risque donc de décéder. Pourquoi? Parce que le cerveau ne pouvait pas, entre guillemets, respirer. Vous enlevez la voûte crânienne et vous laissez le cerveau ressortir après avoir justement enlevé l'hématome. Vous donnez donc le temps à ce cerveau de se repositionner et plus tard vous reviendrez avec le volet pour le refermer. Alors,